exposé sera centré sur la crise de la dette européenne. Mais la dette européenne n'est qu'un des lieux de la crise actuelle, parce que la crise des dettes publiques existe au Japon, même si c'est différent, aux États-Unis, en Chine, où effectivement la dette de la Chine, la dette fédérale n'est pas très élevée, mais où la dette des provinces chinoises est très problématique. Ensuite, il faut bien voir que la crise des dettes publiques n'est qu'un moment d'une crise beaucoup plus générale, c'est-à-dire d'une crise du capitalisme financier, du capitalisme néolibéral, et qu'on voit bien depuis 2007-2008, la crise dite des subprimes, en réalité qui était une crise des dettes privées, que cette crise ne fait que rebondir. Alors je vous propose un plan en 3 parties. 1, la dette de la crise. 2, la crise de la dette. Et 3, notre intervention. Alors, la dette de la crise, bon ça c'est disons un intitulé que j'ai repris d'un article d'Aribé, qui avait tout à fait raison d'insister sur le fait qu'avant de parler de crise de la dette, il fallait d'abord montrer que la dette était la résultante d'une crise. Et je crois qu'en effet, cette dette est la résultante d'une crise, et en réalité de plusieurs, parce que d'abord c'est la résultante de la crise de 2007-2008, puisque l'État a à ce moment-là accepté de reprendre à son compte toute une série de dettes qui étaient auparavant des dettes privées, en particulier celles des banques, mais aussi des dettes qui ont permis une certaine reprise économique due à la récession qui avait suivi la crise financière, la crise bancaire. Et en France, par exemple, ça a signifié une augmentation de 22 points de la dette publique, ce transfert. C'est aussi la dette de la crise quand on pense aux 2 récessions généralisées qui avaient frappé le monde capitaliste avant 2007-2008. La première, ça avait été la récession de 1981-1982. Là, ça s'était traduit par une augmentation en 5 ans de 10 points de la dette publique. Et enfin, l'autre récession généralisée 1992-1993, qui s'était traduite entre 1992 et 1996, par une augmentation ce coup-ci de 20 points de la dette. Donc on s'aperçoit quand même que la dette, dans le cadre de ce type de capitalisme dans lequel nous sommes, augmente en fonction des crises du système. Et plus généralement, on peut dire que cette dette date de l'instauration du néo-capitalisme, c'est-à-dire du début des années 80. Alors, je fais rapidement un retour en arrière, mais rapidement, c'est-à-dire que la période qui avait précédé le néolibéralisme, c'est la période qu'on a appelée celle des 30 glorieuses, ou le Fordisme, c'est-à-dire une période où de façon miraculeuse, il était possible d'augmenter les salaires de 5% par an. La croissance économique, celle du PIB, augmentait aussi le PIB augmentait lui aussi de 5% tous les ans. Et en même temps, le taux de profit était maintenu à un niveau très élevé, autour de 12-14%. Parfois jusqu'à 16%. Alors, à quoi était dû ce triangle miraculeux? Il y avait 3 causes réelles. La première, c'était le rattrapage économique. Aux États-Unis, par exemple, entre 1931 et 1939, le chômage n'avait pas changé. C'est uniquement la guerre, la politique de pré-bail, tous les investissements qui ont été faits à ce moment-là, qui ont permis à l'économie des États-Unis de redémarrer. Donc il y avait un rattrapage quand même de ces presque 10 années qui restait à faire pour les États-Unis. Pour l'Europe, c'était encore d'une toute autre nature, parce que non seulement il y avait un rattrapage vis-à-vis des États-Unis, puisque la reconstruction n'a pu commencer en Europe et au Japon qu'après 1945, mais il y avait un rattrapage par rapport
à leur propre histoire. Pour l'Europe, c'était le rattrapage par rapport à ce qu'on a pu appeler la deuxième guerre de 30 ans, parce que de fait, c'est une guerre qui a duré de 1914 à 1945, hein, avec des destructions massives, une crise entre les deux, et donc tout ça a été rattrapé. C'est un élément qui explique pourquoi l'économie a pu croître de façon aussi importante entre 1945 et 1975, à peu près. Ces différences, suivant les pays, entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, et le Japon. Mais cette croissance s'explique aussi par un autre facteur, c'est le rapport de force entre les classes. Pourquoi est-ce que les salaires ont pu augmenter de cette façon-là? C'est parce que c'est évident en Europe, le rapport de force était beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui aux salariés. Le patronat avait collaboré largement avec les nazis, il y avait des mouvements de masse très importants à la libération de chacun des pays, et donc les syndicats, les partis politiques de gauche s'étaient reconstruits, étaient devenus massifs, et avaient réussi à imposer un rapport de force au capital qui s'était traduit par ces augmentations de salaire continues pendant presque 30 ans. Imaginons 5% d'augmentation réelle des salaires, c'est-à-dire hors inflation. Aujourd'hui, c'est assez difficilement imaginable. Et le troisième facteur, qui n'est pas le moindre sans doute, même s'il se combine bien évidemment deux autres, c'est l'augmentation de la productivité du travail. C'est-à-dire que pendant toute cette période, la productivité du travail augmentait d'à peu près 5% aussi tous les ans. Et c'était possible que cette productivité du travail augmente, bien sûr, à cause des investissements liés au retard, etc., qu'on a vu qui peut être rattrapé, mais c'était lié aussi au fait que la demande sociale correspondait au secteur où la productivité du travail pouvait augmenter rapidement. C'était l'électroménager, l'automobile. C'est la grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui, où la demande sociale est beaucoup plus tournée vers l'éducation, la santé, la culture. C'est-à-dire des secteurs où la productivité du travail augmente beaucoup plus lentement. Aujourd'hui, la productivité du travail augmente, ou augmenté, d'un peu moins de 2% tous les ans. Ce qui d'ailleurs correspond à peu près à l'augmentation régulière de la productivité du travail sur l'ensemble de la période capitaliste. C'est-à-dire que les Trente Glorieuses étaient vraiment une période spécifique de ce point de vue-là. Mais elle avait permis, effectivement, pendant 30 années, une croissance dans les pays développés. L'impérialisme existait bien évidemment toujours, mais relativement harmonieuse. Ça a pris fin avec la récession généralisée du milieu des années 70. Et là, le taux de profit qui était donc de 16% à peu près en 68 est tombé à 12%. En 75, en France, je prends l'exemple de la France, il était remonté à 13% en 75, entre autres sous l'effet du plan de relance keynésien orchestré par Chirac, mais en 1982, il était retombé à 11%. Et ça, c'était absolument inadmissible pour le capitalisme, qui a donc imposé une autre forme d'économie capitaliste, et il a pu le faire parce que le rapport de force avait commencé à se dégrader fortement. Ça, c'est en 1975. En 1974, le chômage en France, on prend toujours l'exemple de la France, et il y avait 200 000 chômeurs en France. En 1975, il y avait 1 million de chômeurs. Et ça, c'était le début de la dégradation du rapport de force, parce que quand il y a des millions de chômeurs, bien évidemment, cette armée de réserve industrielle, comme disait Marx, fait que les salariés ont un rapport de force beaucoup moins important pour réclamer des augmentations de salaire, de diminution du temps de travail, etc. Et donc, à la suite de la victoire de Reagan aux États-Unis et de Thatcher en Grande-Bretagne, puis des victoires sociales qu'ils ont remportées, l'un sur les aiguilleurs du ciel, l'autre la grande grève des mineurs en 84-85, à partir de ce moment-là, le néolibéralisme, la nouvelle forme que prenait le système capitaliste, que prenait l'économie capitaliste, a pu se mettre en place. Et cette forme d'économie a permis très rapidement le rétablissement du taux de profit. Aujourd'hui, on a un taux de profit qui est supérieur
aux 16% des années 70 dont on parlait tout à l'heure. Et ça s'est fait au détriment des salaires, c'est-à-dire que dans tous les pays, que ce soit la France, même la Chine, où c'est encore plus prononcé, la Grande-Bretagne, enfin, l'ensemble des pays, les États-Unis, etc., on constate, au cours des 30 dernières années, une diminution de la part des salaires dans le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la richesse nationale, une perte de 10 points. Ce qui est 10 points qui ont été gagnés par les profits et qui, en plus, ne sont pas réinvestis sous forme d'investissement productif, mais distribués en grande partie sous forme de dividendes qui vont gonfler les bulles spéculatives, etc., qui sont la base du néo-capitalisme. Ce néo-capitalisme avait une contradiction à résoudre, c'était puisque on diminuait la part salariale et qu'on voulait quand même continuer la production, ce qui est propre du capitalisme, il fallait bien, dans ce cas-là, eh bien, trouver des débouchés autres que les salaires. Et ces débouchés, on les a trouvés essentiellement dans le crédit, c'est-à-dire d'abord le crédit aux ménages les plus aisés, puis même aux ménages pauvres. C'est ça qui a provoqué la crise des subprimes aux États-Unis, puisque les banques avaient fait des prêts à des ménages qui n'avaient pas les moyens de rembourser. Et comme c'était des taux variables et que ces taux augmentaient brusquement à la suite de la politique de la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, beaucoup de gens n'ont pas pu rembourser. Et la bulle spéculative immobilière qui était déjà considérablement gonflée a explosé à ce moment-là. Donc, c'est l'une des caractéristiques du néolibéralisme, c'est du capitalisme financier, c'est un capitalisme qui fonctionne vraiment en reposant sur un océan de dettes. Donc, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que quand on parle de dette de la crise, c'est dette de la crise de 2007-2008, dette de la crise dans le sens où c'est la dette des récessions généralisées qu'a connu le système au cours des dernières 30 années, mais c'est aussi, globalement, la crise de ce système qui a besoin absolument de dette pour pouvoir fonctionner. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, grosso modo, à 1974-1975, à la fin de la crise, à une différence près, c'est qu'on a à peu près, enfin, le système capitaliste, les États, ont épuisé la plupart des munitions qu'elles avaient pour relancer l'économie et pour faire face, par exemple, à une crise bancaire, comme ça avait été le cas en 2007-2008. Alors, bon, je passe rapidement. Ça s'est traduit aussi, cette instauration du néo-capitalisme, par ce qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire la mise en concurrence de salariés avec des niveaux de productivité extrêmement différents, et la possibilité pour les capitaux de circuler librement d'un pays à l'autre et d'imposer la dictature de la finance. Les salariés, par exemple, des grands groupes, n'ayant qu'une peur, c'est que leur entreprise ne soit plus suffisamment... Enfin, la valeur de leur entreprise en bourse diminue et qu'à partir de là, elle soit rachetée par d'autres entreprises plus importantes qui revendront l'entreprise où ils travaillent sous forme d'appartement, en licenciant les salariés dans les secteurs qu'ils estiment ne pas être rentables, puis en gardant les autres, mais en restructurant. Donc du point de vue de l'offre aussi, la dictature financière intervient dans le fonctionnement du système néolibéral. C'est aussi tous les déséquilibres qui existent au niveau des balances commerciales et balances des paiements. Bon, j'insisterai pas trop là-dessus, mais disons, on le voit très bien ce que ça signifie avec le couple États-Unis-Chine, où la Chine fournit des tas de marchandises aux États-Unis. D'ailleurs, c'est beaucoup de capitaux américains qui vont s'investir en Chine ou européens, mais qui fournit énormément donc de marchandises aux États-Unis, ce qui permet d'ailleurs d'abaisser, ou tout au moins de faire progresser moins rapidement les salaires aux États-Unis, puisque les salariés peuvent acheter des produits à meilleur marché. Mais en même temps, c'est la Chine qui comble
le déficit de la balance des paiements américains en achetant les bons du Trésor, parce que ils se tiennent un petit peu tous les deux, comme on dit, par la barbichette, parce que l'un vend ses marchandises et puis l'autre place ses bons du Trésor. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais pour le moment, ça existe, et ça, c'est l'un des déséquilibres qui existe mondialement et qui est très préjudiciable à l'économie réelle. Alors maintenant, la crise de la dette publique européenne. Alors, pourquoi cette crise? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vrai que les dettes publiques, après le transfert des dettes privées aux dettes publiques, en particulier celles des banques, les dettes publiques sont élevées. Je parle pas de la Grèce, même 160% du produit intérieur brut. Bon, après, on a l'Italie à 120%, mais des pays comme la France, c'est quand même des dettes autour de 85% du produit intérieur brut, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, un niveau de dette important. Oui, la Belgique, par exemple, aussi, qui est à 96%, près de 100%. Les malheureux, d'ailleurs, viennent de récupérer un gouvernement, ce qui fait qu'à mon avis, ils vont avoir des plans de rigueur et des attaques des marchés qui vont très très rapidement arriver, parce que tant qu'ils n'avaient pas de gouvernement, on savait qu'ils ne pouvaient pas mettre de plan de rigueur en place, donc les marchés relativement leur fichaient la paix. Mais là, maintenant, à mon avis, ça va être tout à fait différent. Mais donc, on a un niveau de dette élevé, mais si on compare par exemple avec le Japon, c'est pas grand-chose, parce que c'est 229% du produit intérieur brut du Japon, la dette japonaise. Mais elle est détenue essentiellement par des résidents japonais, c'est-à-dire pas des ménages japonais, ça fait que 5%, des détenteurs de la dette, mais des institutions japonaises, les banques, les compagnies d'assurance, etc. Mais donc, ils ont moins la pression que par exemple en France, où 60% de la dette est détenue par des non-résidents, comme en Allemagne par exemple aussi. Les États-Unis, c'est aussi une dette qui dépasse 100% de leur produit intérieur brut, mais ils n'ont pas la même pression que la pression qui existe sur la dette publique européenne. Donc pourquoi? D'abord parce qu'il y a une spécificité de la construction européenne qui est assez particulière, parce que c'est une construction qui fait que d'abord ça ouvre à tout vent l'Union européenne aux capitaux venant du monde entier, en particulier aux capitaux anglo-saxons. C'est l'acte unique qui se retrouve sous la forme de l'article 63 dans le traité, les traités européens actuels. C'est ensuite l'article 123, paragraphe 1 de l'actuel traité européen, qui interdit à la Banque centrale européenne de racheter directement les titres de la dette publique des États, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays du monde, aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un point qui est déterminant, parce que ça veut dire que si la Banque centrale ne peut pas prêter en fonction des traités, il va bien falloir trouver de l'argent ailleurs. D'autant que la Banque centrale ne peut pas non plus prêter aux États. Et enfin, il y a un autre article, l'article 125 alinéa 1, qui lui interdit à l'Union européenne de prêter aux États et aux États de l'Union européenne de se prêter entre eux. C'est-à-dire, quand on regarde bien ça, on s'aperçoit qu'il n'y a plus qu'une solution pour arriver à se financer pour un État. C'est normal pour un État d'avoir des dettes, c'est quelque chose de tout à fait logique, c'est investir pour l'avenir, etc. Il n'y a qu'une solution, c'est aller sur les marchés financiers. Ça, c'est extrêmement important, parce que pour les gens, les marchés financiers, ça paraît quelque chose de naturel. On est bien obligé d'investir. Non, c'est une construction politique voulue, précise, patiemment organisée. C'est ces trois articles-là qui font que les pays européens sont obligés d'aller se refinancer sur les marchés financiers. Donc quand on nous dit « mais on est prisonnier des marchés financiers », oui d'accord, on a faute à qui? Ça a été vraiment voulu, construit de cette façon. Ensuite, il y a la construction européenne est complètement inachevée, c'est-à-dire que c'est la seule monnaie au monde, l'euro, d'abord qui n'est pas la monnaie de tous les États d'une zone, puisque là il y a 17 États, et on a vu avec les événements récents ce que ça signifiait et comment les forces centrifuges ont commencé à rentrer en Europe avec
la mise à part du Royaume-Uni. Et ensuite, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est une monnaie sans État. Ça n'existe pas. Hein. Habituellement, il y a toujours d'abord la création de l'État, ensuite la création de la monnaie. Là, c'est particulier. Il y a d'abord la monnaie, puis l'État, bon, on dit qu'il va arriver, mais on ne voit pas trop arriver pour le moment. Sans budget fédéral, alors quand on entend Sarkozy et Merkel dire qu'ils sont pour le fédéralisme budgétaire, c'est assez extraordinaire parce que c'est un fédéralisme budgétaire sans budget fédéral. C'est quand même une invention assez particulière. Sans harmonisation fiscale, c'est-à-dire que les pays sont en guerre les uns avec les autres, fiscalement. Sans harmonisation sociale, c'est-à-dire que une guerre qui conduit à baisser les salaires, d'autant que la mission de la Banque Centrale Européenne étant simplement d'éviter l'inflation, on a donc un très haut niveau de l'euro par rapport au dollar, ce qui en effet rend très difficile l'exportation des produits et des services européens. Donc, cet inachèvement de la construction européenne pèse aussi très lourd aujourd'hui, et on le voit bien avec ce qui vient de se passer, dans la crise de la dette européenne. Si on avait un État avec une monnaie, un budget fédéral, une banque centrale qui intervienne comme prêteur en dernier ressort pour les États, comme c'est par exemple le cas aux États-Unis, on ne serait pas du tout dans un état de crise comme celui-là. Hein. Aujourd'hui, l'Europe est le maillon faible de la crise à cause de ses spécificités et de son mode de construction qui fait que c'est un état inachevé. Alors, quelle réponse à ça? Il y a la politique de Merkel et Sarkozy, mais leur réponse, on l'a vu, hein, c'est d'abord, elle est exclusive, c'est-à-dire que tous les pays qui ne sont pas d'accord avec ça, on les évacue. C'est le cas de la Grande-Bretagne. D'autres pays qui étaient en désaccord avec ça, comme la Hongrie, par exemple, la Hongrie avait annoncé qu'elle ne s'engagerait pas dans le processus de traité proposé par Merkel et Sarkozy. Mais comme ils ont été obligés, bien qu'ils n'aient pas voulu pendant tout un temps de faire appel au FMI, à mon avis, on a dû leur expliquer qu'ils n'avaient pas tellement le choix et que s'ils voulaient avoir les prêts du FMI qu'ils demandaient, ils avaient intérêt à accepter ce que Merkel et Sarkozy leur demandaient. Quelle est leur politique sur le fond? Elle est double. Elle est de rassurer les marchés, mais elle est aussi d'effrayer les peuples. Alors je vais commencer par là, parce que quand même, la Grèce, c'est 3% de l'économie de la zone euro, c'est vraiment rien. C'est-à-dire que si les dirigeants européens avaient vraiment voulu traiter le problème grec quand il est apparu en 2010, ils l'auraient fait, mais vraiment, sans aucune difficulté. Ça ne représentait rien. Mais au contraire, rappelez-vous comment ça s'est passé à l'époque. Ils ont laissé traîner les choses pendant 2 mois, ils ont laissé des plans d'austérité s'instaurer en Grèce, etc. Ils trouvaient toujours que c'était insuffisant, et finalement ils ont fini par faire des prêts, mais des prêts qui étaient donnés sous forme de tranches successives, etc., qu'amenaient un nouveau plan de rigueur, et on montrait à tous les peuples européens ce que subissaient les Grecs. Et ça avait une fonction, ça, c'est attention, faut pas qu'on se retrouve dans la situation de la Grèce, parce que ça va être terrible. Et les médias là-dessus ont rajouté un exemple simple, c'est le terme de faillite. Un État fait pas faillite, un État fait défaut. Une entreprise privée fait faillite. C'est-à-dire que quand un État fait défaut, bah, c'est tout, il rembourse plus sa dette. Effectivement, les gens qui lui prêtaient ou qui voulaient lui prêter, bah, diront, on va peut-être y regarder à 2 fois, mais ils ne pourront pas vendre cet État morceau par morceau. Le terme faillite, c'est différent. Quand une entreprise fait faillite, bah, effectivement, on va la vendre par appartement, on va vendre les immeubles, le fonds de commerce, les outils, etc., enfin les machines-outils, tout ce qui peut exister. C'est pas du tout le cas pour un État. Et le mot faillite qui est employé sans arrêt dans les médias, il est au départ, après, parce que bon, les journalistes, après, ils reprennent les agences de l'AFP et Reuters, bon. Mais au départ, c'est quelque chose de tout à fait voulu d'employer ce terme-là. Alors qu'en réalité, si on regarde bien ce qui se passe en Grèce aujourd'hui,
la Grèce n'a pas fait défaut, mais elle est traitée comme une entreprise en faillite. C'est-à-dire qu'on vend ses services publics à l'encan, c'est les multinationales européennes qui en profitent en particulier, parce que justement, ils n'ont pas fait défaut. On les traite comme une entreprise en faillite parce qu'ils n'ont pas fait défaut. S'ils avaient fait défaut de leur dette, on ne pourrait pas les traiter de la même façon. Et donc tout ce vocabulaire, toute la façon dont on montre les Grecs, ce qu'ils subissent, etc., tout ça c'est à double tranchant. À la fois ça révolte les gens, mais en même temps, et on voit dans les sondages, parce que pour que les gens disent il faut conserver le triple A à la France, bon, c'est bien parce qu'ils pensent que si on ne conserve pas, il va nous tomber des choses aussi horribles que ce qui arrive aux Grecs. Parce qu'autrement, la notion de triple A, elle n'est pas si simple que ça, et que, que tout le monde soit... là, je ne sais pas si vous avez vu les sondages IFOP, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a une majorité de Français qui sont prêts à faire beaucoup de choses, à ce qu'il y ait des plans de rigueur, des choses comme ça, pour conserver le triple A de la France. Mais ça, c'est parce que la machine propagandiste de la droite et du capital fonctionne particulièrement bien. Donc effrayer les peuples d'un côté et rassurer les marchés de l'autre. Alors là, je reviens rapidement là-dessus parce qu'on l'a exprimé plusieurs fois dans la Tribune Libre du Monde ou dans la revue. Mais d'une part, c'est inacceptable parce que pour rassurer les marchés, on sacrifie deux choses. D'abord la croissance économique, parce que ça veut dire plan de rigueur sur plan de rigueur, donc des récessions qui vont nous enfoncer dans une misère et un chômage considérable, voire Fitoussi là-dessus, qui explique qu'on vit un véritable drame, et c'est le cas. Parce que ce qui se passe, c'est que les marchés financiers, dans un premier temps, exigent des plans de rigueur, mais quand ces plans de rigueur se traduisent par une récession, les marchés financiers, je les personnifie parce que c'est plus simple, disent « Oui, mais attendez, vous nous mettez en pleine récession. Donc, comment s'en sortir ?» Et aujourd'hui, c'est une contradiction énorme qui existe. Donc, on a une régression sociale considérable, une régression démocratique tout aussi considérable, parce qu'aujourd'hui, le traité que proposent Merkel et Sarkozy, c'est faire en sorte que l'Europe n'ait plus grand-chose à voir avec la démocratie. Parce que si chaque État ne peut plus définir lui-même son budget, si chaque Parlement ne peut plus voter son budget, c'est un pas en arrière absolument considérable de la démocratie. Il faut se rappeler que l'indépendance américaine, ça a d'abord été en 1776, ça a été le prix de pas d'impôt sans représentation. Et la Déclaration des droits de l'homme de 1789 considère le consentement à l'impôt, c'est-à-dire le vote de l'impôt, comme un des fondements des droits de l'homme et du citoyen. Or là, à partir du moment où c'est des organismes comme la Commission européenne, la Cour de justice, qui d'une façon ou d'une autre peuvent décider que ces budgets ne sont pas valables, ou des règles d'or imposées de l'extérieur qui fassent que l'équilibre est absolument imposé, dans ce cas-là, il n'y a plus véritablement de démocratie, parce que la loi de finances, c'est l'acte politique par excellence dans un pays. Parce que sans loi de finances, que veut dire une loi? Rien. C'est ça, d'ailleurs, en France, c'est très simple, la Constitution fait que si un dispositif législatif ou réglementaire n'est pas financé, il n'a pas de valeur. Et c'est tout à fait normal, parce qu'effectivement, sans financement, on peut voter toutes les lois qu'on veut, ça n'a strictement aucun sens. Donc à partir du moment où un État, un pays n'est plus libre de voter son budget, de le faire voter par des gens élus au suffrage universel, c'est un recul considérable de la démocratie, et c'est ça qu'on est en train de nous imposer à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'une seule politique si jamais ce traité était imposé, qu'il n'y aurait plus qu'une seule politique. Une politique qui est celle de la droite, qui est on fait le maximum d'économies, etc. Et il n'y a plus possibilité de faire de politique qu'on appelle contracyclique, c'est-à-dire que quand on est en période de récession, eh bien, on augmente les dépenses et donc les dettes pour pouvoir refaire partir l'économie. Ça serait plus possible. Mais ça veut dire que c'est, à terme, d'un point de vue économique, une catastrophe complète. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font?
Parce qu'on est quand même surpris, parce que c'est vrai que si la Banque centrale intervenait massivement, il n'y aurait plus beaucoup de problèmes pour l'Italie, pour l'Espagne. Aujourd'hui, le politique, et c'est ça qui ne marche pas, c'est soit de dire, oui, on intervient sur les marchés pour essayer de maintenir des niveaux de taux assez bas pour l'Italie et l'Espagne, mais on va le faire à partir des fonds du Fonds européen de stabilité financière ou demain du mécanisme européen de stabilité. Mais le problème, c'est que c'est des fonds très limités en effet. En réalité, 250 milliards dans un cas et puis peut-être 350 ou 400 milliards dans un autre. Et du coup, les spéculateurs, c'est très simple, ils se disent, ils nous ont fixé eux-mêmes les limites au-delà desquelles ils ne pouvaient pas aller, allons-y. Et ils vont finir par céder. Et dans ce cas-là, nous, on empochera le gros lot. Ou alors, il y a l'autre méthode, qui est celle de la Banque Centrale Européenne, qui intervient, mais aussi de façon limitée. Donc, les spéculateurs se disent la même chose. Allons-y, de toute façon, ils nous disent qu'ils ne vont pas aller au-delà d'une certaine somme, donc on va tester jusqu'où ils peuvent aller, et de toute façon, nous, on va empocher le gros lot en spéculant à la baisse. Si la Banque Centrale Européenne disait, aujourd'hui, bon, nous, on estime que les taux italiens, par exemple, ne doivent pas dépasser 3%. Et on fera tout pour qu'ils ne dépassent pas 3%. Et on a les moyens de le faire. On a une puissance de feu illimitée parce qu'on peut créer tous les euros qu'on veut. Donc, avis aux spéculateurs, allez-y, continuez à spéculer, mais vous allez tout perdre. Parce que nous, on a des moyens que vous n'avez pas. Je suis persuadé que dans ce cas-là, il n'y aurait pas beaucoup de milliards d'euros à dépenser. Que même, ça pourrait être une victoire sans véritable bataille. Parce que les spéculateurs se diraient, oui, on a tout à faire dans ce cas-là, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne aux États-Unis, et donc ils arrêteraient leur spéculation. Regardez, aux États-Unis, les États-Unis ont perdu leur triple A auprès d'une agence, les bons du Trésor ont continué à être placés, et le taux des bons du Trésor a même diminué. Donc c'est simplement parce que la Banque Centrale Européenne ne joue pas son rôle de prêteur en dernier ressort pour les États qu'on se retrouve dans cette situation. Donc il serait tout à fait possible d'arrêter ça. Et à mon avis, si les marchés financiers ne sont pas convaincus de ce que proposent Merkel et Sarkozy, c'est ce qui va se passer d'ici quelques temps. Mais en attendant, ils attisent le feu, mais pour pouvoir en tirer le plus de marron possible. C'est-à-dire qu'ils font peur au peuple, et ils disent « Regardez les marchés », regardez ce qu'on va prendre, on va se retrouver dans la situation de la Grèce. Donc il faut absolument accepter des règles d'or dans tous les pays. Il faut absolument accepter ce qu'on propose sur les sanctions automatiques en cas de déficit, etc. Ils essaient d'aller le plus loin possible dans cette direction, parce que c'est ce que souhaite le capital. Ça signifie des attaques considérables contre le salariat, des plans de rigueur à répétition dans tous les pays, mais ils iront le plus loin possible. Mais le jour où ils verront que c'est pas possible, c'est à peu près évident, qu'il fera intervenir la Banque centrale, qui lui donnera son feu vert, et que dans ce cas-là, elle évitera la catastrophe. Ceci dit, il faut qu'ils arrivent à bien mesurer à quel moment ils doivent le faire ou pas. Et il est évident qu'en Allemagne, surtout, il existe un certain nombre de pesanteurs qui feront que ça ne sera pas si facile que ça. Alors, par rapport à ça, quelle est la politique de François Hollande? Disons, il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, il y a deux solutions. C'est soit on rassure les marchés, soit on brise les reins des marchés. Bon, quand on pose cette alternative, on s'aperçoit que François Hollande ne se situe pas clairement dans la deuxième branche de l'alternative, mais quand même plutôt du côté de la première alternative, c'est-à-dire assurer les marchés. Bon, ça marche, ça fonctionne pas, je ne reviens pas là-dessus, on va expliquer des tas de fois, ça fonctionne pas, il y a des limites sociales, économiques, la récession, des limites sociales, heureusement, parce que les gens vont pas se laisser faire au fur et à mesure, des limites politiques, parce qu'il faut bien à un moment donné, malgré ce que veulent Sarkozy et Merkel, que les parlements, les États interviennent, que la politique intervienne. Et donc ça ne fonctionne pas. Et en plus, c'est des plans de rigueur, la récession, c'est des choses qui sont absolument inacceptables.
Et il a un mal fou à se distinguer de ce point de vue-là. Il l'a fait un peu sur le triple A, en expliquant qu'il ne fallait pas qu'on soit sous cette pression. Il a parfaitement raison, d'autant plus que quand on regarde les marchés, c'est évident qu'ils maintiennent le triple A de la France pour faire pression sur les élections prochaines, parce que c'est bien évident que selon leurs critères, ça fait bien longtemps que la France devrait plus avoir de triple A. Sur les plans de rigueur, il ne dit pas qu'il n'en faut pas. Il dit qu'il en faut moins. L'exemple typique là-dessus, c'est ce qui a été voté au Sénat. La loi de finances proposée par le Sénat qui montre ce que pourrait proposer la gauche. À mon avis, je ne suis pas sûr d'ailleurs que la gauche au pouvoir irait jusque-là, sans pression du mouvement de masse. Mais, grosso modo, c'est quand même, c'est ce que disait Nicole Bricq, qui était la rapporteure du budget, elle disait, oui quand même, il faut bien qu'il y ait, sur mettons 3% de diminution du déficit, il faut bien que les salariés en prennent 1% à leur charge. Alors après, c'est quand même 2% à la charge du patronat, avec une augmentation d'impôts quand même. Regardez le plan du Sénat, il est quand même tout à fait étonnant, parce que c'est quand même 30 milliards d'impôts sur les ménages les plus aisés et sur les sociétés, ce qui effectivement est très différent de ce que fait la droite. Mais à mon avis, assez différent aussi de ce que propose Hollande. Bon, mais c'est intéressant de s'appuyer sur ce contre-budget proposé par le Sénat. Quant à la règle d'or, sa réponse est non, pas maintenant, après sans doute. C'est-à-dire que c'est la rigueur d'un côté et donner du sens à la rigueur de l'autre, c'est pas extrêmement bon. Bon, c'est à nous d'intervenir, de faire en sorte que d'autres personnes interviennent pour changer cette politique-là, avant le résultat de l'élection présidentielle, parce que ça sera très difficile de toute façon de la gagner sur une ligne comme celle-là. Alors, comment intervenir aujourd'hui, ça paraît difficile, on y reviendra tout à l'heure, mais la crise peut aussi, malheureusement, éclater avec toute autre dimension, et dans ce cas-là, d'autres choses peuvent être entendues. On en verra tout à l'heure. Que devrait être une politique de gauche? Ça serait celle-là, c'est-à-dire faire intervenir la Banque Centrale Européenne, comme on l'a dit. Hein. Et là, à mon avis, les taux italiens, espagnols, tout ça baisserait très rapidement. Il y a la possibilité de le faire. Mais ça, c'est quelque chose à court terme. Parce que ça suffit pas. Regardez, en Grande-Bretagne, les taux d'intérêt finalement sont inférieurs à ceux de l'Allemagne. Ça n'empêche pas David Cameron d'imposer des plans de rigueur aux Britanniques parmi les plus infernaux d'Europe. Hein. Et sous toujours le même prétexte, il faut diminuer la dette. Dette qui a augmenté sous la pression de la crise, comme on l'a vu, mais aussi sous le fait des diminutions colossales d'impôts pour les ménages les plus aisés et pour les sociétés. Mais ils veulent en finir là avec les derniers droits sociaux qui existent en Grande-Bretagne et en France, il y aura une pression du capital dans ce sens-là, et donc il faut donc une autre solution, un autre élément qui est annuler une partie de la dette. Et ça, pour annuler cette dette, la meilleure façon, je crois, c'est avancer la perspective d'un audit de la dette publique pour que ça soit démocratiquement que les gens se saisissent de ce problème-là, voient ce qu'il y a derrière, ce que signifie véritablement la dette et décident de ce qui est légitime de rembourser et de ce qui ne l'est pas. Là, mon point de vue là-dessus, il est simple, c'est qu'à peu près 99% de la dette est illégitime, parce qu'elle est liée aux cadeaux faits aux banques ou aux cadeaux faits auparavant aux ménages les plus aisés ou aux sociétés. Mais bon, l'audit, c'est quelque chose qui permet de comprendre ça de façon beaucoup plus pédagogique. Et puis enfin, le dernier point qu'on va avancer, c'est la création d'une Europe fédérale, parce que la construction telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est terminé, le statu quo, ça ne marche plus. C'est soit la régression vers l'Europe que veulent Sarkozy et Merkel, c'est-à-dire une Europe qui se réduit comme peau de chagrin, parce que le départ du Royaume-Uni, c'est un début. Ça ne sera pas supportable pour toute une série de pays, ce qui va se passer. Et c'est ensuite une régression démocratique considérable.
Donc il faut que nous, on avance une autre perspective, avec la perspective d'une assemblée constituante, hein, et une Europe fédérale avec un gouvernement élu par le Parlement, responsable devant ce Parlement, le Parlement qui vote un budget égal non pas à 1% comme aujourd'hui, mais à 20% à peu près du PIB de l'Europe comme aux États-Unis. Hein. Supprimer des institutions aussi antidémocratiques que la Commission européenne et la Cour de justice européenne telle qu'elle existe, pour avoir un véritable État, une Europe fédérale, démocratique et sociale. Vous me direz aujourd'hui, c'est pas très entendu comme message. Ben oui, enfin moi quand je regardais dans le Monde l'autre jour, j'ai vu que le président des radicaux de gauche, Jean-Michel Baillet, reprenait l'idée de cette Europe fédérale. Bon, je ne suis pas sûr que ça portera des fruits énormes, mais pour quelqu'un comme lui, dirigeant d'un parti qui n'est pas réputé pour une audace particulière, reprenne cette perspective, ça veut dire quand même qu'il y a place pour ça, que les gens peuvent comprendre. Après, il faut s'en emparer de façon tout à fait différente, mais ça montre quand même que cette idée pourra en effet ressurgir au fur et à mesure de la crise dans laquelle va nous entraîner ce que veulent Sarkozy et Macron. Alors, troisième point maintenant de notre intervention. Alors, je commencerai par les difficultés. Bon, j'en ai déjà évoqué certaines, donc je ne vais pas les développer. C'est d'abord le caractère naturel pour les gens de l'intervention des marchés. Ce qui est une construction politique, comme on l'a vu à partir d'un certain nombre d'articles des traités européens, apparaît pour les gens comme, bah oui, c'est normal, on va se financer sur des marchés. Puis c'est certainement pas en écoutant la télévision, en regardant les médias, en lisant les médias, que vous allez être détourné de cette idée-là. C'est comme la pluie, l'air, l'eau, tout ça, ça existe, ça a toujours existé, donc on ne voit vraiment pas pourquoi ça pourrait être autrement. Ensuite, l'annulation de la dette, bon, il y a plusieurs barrages à ça. Il y en a une, c'est la crainte, c'est-à-dire, c'est l'histoire de la faillite de la Grèce. C'est-à-dire, on mélange les deux choses, et on dit, attention, défaut, c'est faillite, regardez ce qui arrive à la Grèce. C'est justement, on l'a vu tout à l'heure, parce que la Grèce ne faisait pas défaut, qu'il lui arrive tout ce qui lui arrive. Ensuite, il y a un élément moral, hein, c'est, bah oui, quand même, quand on a fait un emprunt, il faut le rembourser. Et puis, se rajoute à ça l'argument, disons, légal, hein, c'est-à-dire la confusion entre légal et légitime. Oui, ça a été voté par le Parlement, c'est légal, donc c'est légitime. Oui, enfin, moi, j'ai jamais vu aucun candidat à la présidence de la République dire « Je vais baisser considérablement les impôts des riches et des sociétés, et en contrepartie, je vais augmenter la dette et je vous la ferai payer à vous. » Parce que la réalité, c'est ça. Si ça avait été démocratique, ça veut dire qu'un candidat aurait annoncé son programme. En réalité, ça, ils l'ont fait, bien évidemment, y compris la gauche, d'ailleurs, en partie, mais sans l'annoncer au départ. Donc là-dessus, on ne peut pas dire que ce soit véritablement légal, ou tout au moins légitime. Légal, oui, puisque ça a été voté par le Parlement, mais légitime, puisque en réalité, c'est un vice du consentement. On a imposé au peuple des choses qu'il n'aurait jamais voulu si on lui avait demandé réellement son avis sur la question. Après, il y a l'histoire de vivre au-dessus de ses moyens, parce que ça, alors c'est vrai, dès qu'on parle avec quelqu'un, c'est vrai, enfin, on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Parce que genre la même chose, qui fixe les moyens, c'est l'État. Et c'est lui qui a vidé les caisses en baissant les impôts des riches et des sociétés, ou en faisant des cadeaux immenses aux banques. Donc effectivement, on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens, mais la différence entre un ménage et un État, c'est qu'un ménage, en général, ne fixe pas son salaire, mais un État, lui, fixe le niveau de ses revenus avec les impôts, puisque c'est lui qui décide du montant des impôts. Ensuite, on a une autre difficulté, qui peut évoluer d'ailleurs, mais c'est compliqué. Mais aujourd'hui, tel que c'est à la fois, on doit se bagarrer contre ce qu'ils veulent faire sur la dette, et en même temps, on a les élections présidentielles. Pour schématiser, c'est un peu comme si on avait eu en 2005 à se bagarrer pour le non-référendum, alors qu'au même moment, il y aurait eu une présidentielle avec un candidat qui était pour le oui. C'est un peu ça qu'on a géré. Et donc c'est quand même extrêmement difficile. Ça veut dire qu'on est toujours sur le fil du rasoir. Il faut à la fois, bien évidemment, tout faire pour qu'on en gagne. On ne peut pas non plus le faire en disant oui à cette Europe, oui au traité de Merkel-Sarkozy, etc. Alors,
À mon avis, la situation va évoluer là-dessus. C'est-à-dire qu'il y aura certainement de plus en plus de place, y compris dans la campagne, pour faire entendre une autre voix et faire en sorte que Hollande la reprenne. Ça dépendra aussi du mouvement social. Parce que tant qu'il n'y a pas de mouvement social en France qui reprenne assez massivement cette lutte là, contre la dette, ça sera difficile. Et il faut bien voir aussi qu'on est engagé dans une course de vitesse, parce que s'il y a une crise de la dette qui se développe très rapidement, effectivement, les solutions rassurer les marchés, sauver l'euro ne seront plus entendues. Et après, il y a deux positions. Soit la nôtre, aller vers l'Europe fédérale, etc., soit celle du Front National, et à mon avis très rapidement d'une grande partie du l'UMP, c'est-à-dire on sort de la zone euro et puis on se débrouille tout seul. Et là, dans ce cadre-là, c'est effectivement la voie ouverte à une autre majorité, c'est-à-dire une majorité UMP-FN, parce que ce qui sépare l'UMP du Front National, c'est pas la préférence nationale, ça tout le monde a pu le constater. Pour la grande majorité de l'UMP, ils sont tout à fait d'accord avec ça, c'est l'euro. C'est leur position par rapport à l'euro. Le jour où il n'y a plus d'euro, on se retrouve ensemble. Et tous ceux qui, comme Nikonov, Sapir, nous disent « Oh ben c'est parfait, en ce cas-là, on pourra tout recommencer à zéro », oui, on commencera à zéro, oui. Avec cette force, puis cette force qui n'existe pas qu'en France. Dans le livre, on montre à un moment donné, je crois, il y a 9 États en Europe, où l'équivalent du Front National fait des scores autour de 20%. Donc c'est pas... Et tout repli national fera leur jeu dans ce cadre-là. Donc ça veut dire que, à la fois si la crise s'accroît, ça peut nous aider à nous faire entendre, mais en même temps, ça aide aussi le Front National à se faire entendre. Et donc c'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Je crois qu'on peut agir sur trois plans. C'est élaborer, faire connaître notre position. Bon, c'est ce qu'on fait à partir de la revue, des DVD, des choses comme celle-là qu'on peut avoir. C'est des tribunes qu'on peut avoir dans la presse, ce que tu fais bien, etc. Donc, on essaie à notre niveau de faire connaître notre point de vue dans les blogs, partout, dans les socialistes le plus possible, partout. Bon, mais c'est certain que ce n'est pas des millions de personnes qui sont touchées. Je crois qu'aussi, il y a les débats dans le PS, qui vont s'amplifier sur la question. Là, je me demande si on ne devrait pas peut-être créer, dans ton point de vue là-dessus, Christian, si on ne devrait pas créer un groupe sur la dette sur la coupole. Est-ce qu'il y a place pour ça, ou est-ce qu'il faut plutôt le faire sur notre groupe à nous? Enfin bon, c'est un petit problème, mais disons c'est un des problèmes tactiques qu'on a à l'heure actuelle qui permettrait peut-être de faire connaître plus nos positions. Ensuite, qu'on participe aux activités unitaires sur la question. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand monde qui défend la position qu'on a. Mélenchon ne défend pas ça. Mélenchon, il s'arrête à la Banque Centrale Européenne. Pour ce qui est de l'annulation de la dette ou de l'audit de la dette, il ne se prononce pas là-dessus, parce qu'effectivement, ça poserait sans doute un certain nombre de problèmes politiques par la suite d'alliances, etc. Donc, il ne se prononce pas sur ça. Aujourd'hui, qui se prononce pour cet audit? C'est essentiellement Copernic et Attac. Et puis, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Moi, je crois qu'il faut qu'on essaie de travailler au maximum avec eux. J'ai cru pendant un temps que ça serait difficile avec Copernic et Attac, mais en réalité, bon, non, je crois qu'il n'y a pas d'ostracisme vis-à-vis de nous et qu'on peut travailler avec eux. Bon, je vais lundi et mardi à une formation colloque sur la dette organisée par le CATDM à Liège pour, d'une part, profiter de leur expertise. Parce qu'ils ont participé à l'audit sur la dette en Équateur, c'est-à-dire, en réalité, ils ont fait un gros boulot en Grèce et ils ont vraiment une expertise très importante dont on ne peut que profiter là-dessus, et puis essayer de tisser des liens pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et puis enfin, je pense qu'il y a peut-être possibilité d'une activité spécifique, mais qui là serait concrète, sur les finances locales. Alors, il faut voir, Jean-Yves devra sans doute opérer là-dessus, mais ce qu'il est possible de faire avec toutes les collectivités locales qui se sont retrouvées avec des prêts toxiques de Dexia, et qui se retrouvent des fois avec des choses
choses absolument faramineuses à rembourser parce qu'ils se sont trouvés avec des taux indexés, par exemple, sur le taux interbancaire de Varsovie. Le taux interbancaire de Varsovie, et si votre prêt est indexé là-dessus, d'après les études que j'ai vues, ça peut multiplier par 3, voire 30, dans certains cas, les sommes à rembourser. Donc il y a quand même beaucoup de municipalités, de collectivités territoriales qui sont impactées par ça, qui le seront d'autant plus que la crise de Dexia, à mon avis, ne se fera pas sans casse. Et donc il faut voir si on ne peut pas là-dessus essayer d'impulser quelque chose en demandant là aussi un audit de la dette. C'est-à-dire savoir pourquoi cette dette a été faite comme ça, qui sont les banques, parce qu'au début c'est Dexia, mais après Dexia a refourgué ça à des banques anglaises ou américaines, qui aujourd'hui sont aux abonnés absents. Donc essayer de trouver, d'une part, quelles sont les municipalités, les collectivités territoriales qui ont été frappées par ça, et ensuite voir quels sont les responsables et essayer d'organiser donc un audit et peut-être une mobilisation là-dessus. Ça va pas être essentiel, mais c'est intéressant parce que ça pourrait être quelque chose de pratique qui démontre ce qu'on veut montrer dans les débats et de façon théorique. Alors je termine sur un point, c'est pour bien montrer l'importance de la crise qu'on vit aujourd'hui et du fait qu'il ne faut surtout pas être routinier, parce que je sais que c'est une tendance, et puis c'est une tendance, tout le monde pense que la vie va un peu continuer comme avant. Moi je crois que c'est pas ça. Je crois qu'on est vraiment au bord d'une crise systémique, qui, si elle arrive, sera bien pire que celle de 29. Il faut voir les dégâts qu'avait fait celle de 29. Et celle de 29 avait des limites pour donner... la limite principale, c'est qu'en 1929, aux États-Unis, 60% de la population active était salariée. Aujourd'hui, on le sait, grâce aux alignés de Wall Street, c'est plutôt 99% de la population. Quand c'était 60% de la population, ça veut dire que la crise du capitalisme, eh bien, au bout d'un moment, s'arrêtait faute de combustible. Parce qu'elle se trouvait confrontée à la petite production marchande, artisans, etc., des gens qui... C'était pas le capitalisme. Donc ça arrêtait, l'incendie s'arrêtait faute de bois. Aujourd'hui, c'est pas ça. Ça peut tout brûler parce que c'est 99% de la population. Donc s'il y a une crise de ce type-là, ça peut être effectivement quelque chose d'absolument catastrophique, d'autant que dans ce cas-là, ceux qui commencent par en prendre plein la tête, c'est forcément les plus fragiles. C'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, il y a un secteur, qui est vraiment, pose vraiment problème, c'est les banques. Parce que les banques, c'est vraiment la jonction entre la crise financière et la crise de la production. C'est par l'intermédiaire du crédit. Aujourd'hui, il y a une crise de la solvabilité des banques. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas suffisamment de fonds propres pour faire face à une situation, par exemple, de défaut d'un pays. Les stress tests qui ont été passés ne prenaient pas dans leur scénario, ne prenaient pas en compte dans leur scénario le défaut d'un pays, comme la Grèce, alors que c'est aujourd'hui le principal danger. Donc ça veut dire que la solvabilité des banques, la possibilité qu'elles ont de rembourser tous leurs prêts avec les actifs toxiques qui sont accumulés depuis ceux qui datent des subprimes et qui sont encore plusieurs centaines de milliards à subsister dans les bilans des banques selon la Banque Centrale Européenne et le Fonds Monétaire International, plus toutes celles qui se sont ajoutées maintenant, c'est-à-dire les actifs toxiques qui proviennent des dettes que les banques estiment comme non remboursables, grecques, irlandaises, portugaises, mais aussi italiennes et espagnoles. Et une crise de liquidité, parce qu'on assiste aujourd'hui à une fuite des déposants. C'est-à-dire que les entreprises, par exemple, américaines, ont pour mandat de retirer toute leur trésorerie des banques européennes. Et ça ne s'arrête pas aux entreprises européennes. Par exemple, Siemens, l'entreprise allemande, eh bien, au lieu de confier sa trésorerie à une banque, la confie à une petite filiale qu'elle a, qui est une banque,
Et cette banque place son argent auprès de la réserve, enfin auprès de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire qu'il y a une fuite aujourd'hui des dépôts, hein, des banques, je crois que c'est très important, hein, pour Intesa et Unicredit en Italie, c'est de l'ordre de 15%. Et pour, tu me diras ce que tu en penses, mais pour la Société Générale, d'après les chiffres que j'ai vus, et la BNP Paribas, c'est 6 à 7% des dépôts au cours du dernier trimestre qui ont disparu. En Espagne, les banques qui sont en crise arrivent aujourd'hui à payer les entreprises et les trésoreries des entreprises avec un taux de 4,5% pour qu'elles laissent leur argent. Alors qu'elles-mêmes sont obligées de payer 1,5%, enfin 1,25% auprès de la Banque Centrale Européenne, ce qui fait que pour avoir de l'argent, ça leur fait, il faut additionner les deux, hein. Ça leur fait 5,75 pour garder les dépôts. Ça ne peut pas durer très longtemps. Les banques, aujourd'hui, il y a une crise du crédit interbancaire, les banques refusent de se faire crédit les unes aux autres. Parce qu'elles disent, il a plein d'actifs toxiques, là, le banquier d'à côté. Donc je ne vais pas le prêter, je ne vais pas retrouver mon argent. C'est exactement ce qui s'était passé en 2007-2008, hein, avant la crise bancaire qu'on a connue. Donc on est aujourd'hui à un moment crucial, tout peut vraiment basculer. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Penser que la situation qu'on connaît, qu'on a connue, elle ne va pas durer.